monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine d'entretien sur votre télévision, le magazine d'entretien qui va essentiellement revenir sur des questions d'actualité qui concernent la République démocratique du Congo. Vous le savez, la question qui concerne l'invalidation de certaines candidatures au niveau de la présidentielle, mais aussi au niveau de législative nationale. On va y revenir, on va également saisir de l'opportunité pour vous présenter un acteur politique, un cadre de l'UDPS, Fédération de Lubumbashi, Maître Passy Mbayo, qui est notre invité dans ce magazine, avec qui on va également aborder d'autres aspects prioritaires qui concernent le processus électoral en République démocratique du Congo. Maître Passy Mbayo, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, avec vous, on va décrypter toute question d'actualité, mais je voudrais d'entrée de jeu que l'on découvre finalement qui est devant les téléspectateurs. Je voudrais dire d'une manière brève, que pouvons-nous retenir de Maître Passy Mbayo? Qui vous êtes exactement? Bien, merci. En toute réalité, je suis un citoyen congolais, né zaïrois, dans cette ville. Et je suis né à midi à l'hôpital Sendou. À midi. Un certain 14 octobre, pour vous dire que je suis un fils du soleil. Et que ce jour-là, il y avait défilé au niveau de la poste. C'était tambour battant. Voici les conditions de ma naissance dans cette ville. Et quant à ce qui concerne cette question liée à mes opérations politiques, eh ben, ça va faire 20 ans à l'officiel. 20 ans à l'officiel que je suis en train de servir sous le drapeau de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS ainsi. Et en cela, j'ai gravi bien d'étapes. Bien d'étapes de l'ex-UDPS. Au niveau de la section, à cette époque-là, c'était la section Kamalundo, puis à la fédération du temps de feu Tab Kalal Mouindilam. Et puis nous avons fait cette escalade de l'UDPS. À l'époque de Tabou comme chargé de communication, mais dans l'ombre toujours. Non, en fait, comme étant, à l'époque de feu Tabou, comme étant président, comme étant membre de la UDPS Fédération de Lubumbashi. Et cette fois-là, à l'UDPS Tinelou, secrétaire chargé des contacts avec les forces politiques. Il faut dire qu'à cette époque-là, il y a eu une espèce de mouvement de partis politiques qui étaient des mouvements politico-militaires et qui venaient à l'université, qui étaient désormais convertis en partis politiques. C'est en cela qu'il était important que l'UNELO puisse avoir un secrétaire chargé des contacts avec les forces politiques. Et j'ai quitté évidemment avec ma casquette de président de l'organe délibérant. Alors puis à un moment donné, secrétaire fédéral chargé de l'idéologie politique. Et puis par la suite, arrivé en 2010, nous étions obligés évidemment de créer une structure portant réunification du parti que l'on a appelée SCUP. Et l'année suivante, cette structure a été transformée en ce que l'on appelle aujourd'hui la colline du Populorum Progressio, qui est la COPOP, dont je suis le président national, qui ne réunit que des intellectuels de tous bords, de toute race et de toute tendance vouée au changement dans la lutte UDPSienne. Voilà comment un peu se présente la petite histoire. Voilà. Vous n'avez pas parlé de vos... comment dire, vous êtes également connu comme enseignant dans plusieurs... Tout à fait, puisque, bon oui, ça va faire à peu près 11 ans ou 12 ans que je suis enseignant académique, et puis je ne voudrais pas vous parler de ma casquette d'avocat et celle d'activiste de droits de l'homme. Au barreau du Lubumbashi. L'actuel barreau du Haut-Katanga. Voilà. Alors, c'est un peu là d'une manière... Ça fait 10 ans déjà. Voilà, vous êtes... Ça fait 10 ans. 10 ans de serment. Le cabinet Jacques Chécha. Bon, ouais, puisque la profession nous interdit de parler, déontologiquement parlant, de nous exposer par rapport à la question liée à des structures, des corporations dans lesquelles nous fonctionnons. On se limite au niveau du barreau. On se limite au niveau du barreau, voilà. Et de ma qualité en tant
avocat. Voilà. Alors, on va aborder l'aspect politique. L'aspect politique, je voudrais qu'on commence par l'actualité avant de revenir à d'autres questions secondaires. Je voudrais qu'on commence par les questions qui concernent la publication de listes provisoires, plus particulièrement ce qui concerne les élections présidentielles. Quel est le point de vue que vous avez par rapport à cela? D'abord, par rapport à la question liée aux élections présidentielles, je voudrais dire que le malheur de ces élections, c'est que nous sommes en train de les attendre dans une violation flagrante de la loi. Non seulement de la loi en tant que constitution, mais aussi de la loi en tant qu'accord de la Saint-Sylvestre, mais aussi de la loi en tant que loi électorale. En ce sens qu'il est des conditionnalités qui ont été établies relativement à l'accord de la Saint-Sylvestre afin que nous puissions parvenir à des élections libres, transparentes et démocratiques. Eh bien, cette question-là se retrouve en train d'être violée jour après jour. Et je le dis bien intentionnellement dans le cas de ce que vous appelez majorité, Tingakati, majorité présidentielle. Tout ce qu'on peut appeler la Kabylie. Mais je signale déjà que la majorité présidentielle, elle est défunte, puisque nous sommes arrivés à une époque où il n'y a plus de députés ni de sénateurs et que l'on établit cette question de majorité que relativement à la constitution fonctionnelle du Parlement. Donc voilà là un peu de violation. Vous vous rendez compte qu'il y a des conditions qui ont été bien établies dans l'accord de la Saint-Sylvestre, en l'occurrence la question de la législation politique en tant que climat. Il y a la question liée à la redynamisation de la CNI. Il y a la question liée... Parce que quand vous parlez de la CNI, vous voulez parler du représentant de l'UDPS qui est toujours là, qui n'a toujours pas quitté. Je voudrais préciser, aujourd'hui l'histoire nous donne raison. Madame Michika, qui est représentante du MLC au sein de la CNI, a fini par claquer la porte, puisque s'opposant à l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba. Et donc dans le cas sous examen, si il avait été prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre que chaque formation politique est libre de remplacer son représentant au sein de la CNI, mais tous les autres partis politiques l'ont fait, à l'exception de l'UDPS, c'est devenu un parcours de combattant pour l'UDPS. Il est vrai qu'on en a fait un débat parlementaire. En réalité, le débat ne devrait pas être parlementaire, puisqu'il avait déjà été résolu par la question liée à l'accord de la Saint-Sylvestre. Je précise que l'accord de la Saint-Sylvestre ici semble porter la casquette d'une super constitution, puisque dans son sein, elle transporte même certaines dispositions constitutionnelles. Elle met la constitution de la République dans un protectorat. C'est ainsi qu'il n'y aura jamais référendum pour revisiter n'importe quelle disposition de la Constitution qui chercherait soit à provoquer un glissement ou provocation d'autres mandats. C'est ainsi qu'il est refusé là-dedans, je voudrais dire, la représentation de certains individus comme candidat président de la République, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que sur cette question, c'est de manière mal intentionnée qu'ils ont barré la route au départ de Kalamba, mais nous disons que ce n'est pas encore fini. Kalamba partira même par un veto populaire. Donc vous tenez à remplacer Jean-Pierre Kalamba par quelqu'un d'autre qui puisse venir de l'UDPS. C'est notre droit. Je sais qu'il y a un lieutenant de la majorité qui a eu à déclarer que nous ne pouvons pas céder par rapport à la question de Kalamba, puisque nous avons beaucoup investi dans Kalamba. Imaginez-vous, il s'agit d'un Kalamba de l'UDPS. Peut-être par rapport à la formation qu'il a reçue en tant qu'actuellement technicien de la CENI, par rapport au rôle qu'il est en train de... Ne vous en faites pas. De jouer aujourd'hui. La peur, c'est que celui que l'UDPS avait présenté comme étant son remplaçant serait parenté au feu Sphinx délimité, dit Tshisekedi ou Moulumba. Et donc, quand on présente quelqu'un qui porte un nom comme celui-là, il est présumé incorruptible. Alors, on préfère garder un malléable au détriment du bien-être d'une institution citoyenne. Maître, on revient à l'invalidation de candidatures, à la validation de certaines candidatures. Bemba, Gizenga, Mozito, Badzibanga, certaines figures ont été invalidées par la CENI. Comment on peut analyser cela?
avant de revenir au dossier de Félix Antoine Tshisekedi qui se trouve être votre représentante. Tout à fait, mais l'intention a été déjà dénichée depuis le jour des escalades de l'arrivée, je peux appeler l'arrivée jugulaire de Moïse Katumbi, qui est notre partenaire politique. Le fait de lui interdire de venir déposer sa candidature. Cependant que vous avez besoin de lui sur le plan, je ne sais pas, judiciaire, il aurait fallu le laisser venir. Un fugitif. Peu importe le terme. Un fugitif condamné à 3 ans de prison. Peu importe le terme, c'est un fugitif. Avec arrestation immédiate. Un fugitif contre qui on a lancé un mandat d'amener qui souffre d'application. Un mandat d'arrêt international qui souffre d'application. Et donc c'est pour vous dire, c'était ça l'intention de commencer à éliminer tous les gros poissons. C'est ainsi que, pour le cas de Jean-Pierre Bemba, je m'étonne que l'on dise, puisqu'il a été condamné au premier degré pour subornation des témoins. Et même certains juristes parlent de subornation comme étant la corruption de témoins. Je remets en cause la thèse du professeur Nyabirungu, qui a même tenu un point de presse à l'occasion pour en parler. Et je vous l'ai dit, j'ai dit que c'était un point de presse motivé par une espèce de mesquinerie qui laisse à désirer. En ce sens que la loi pénale est de stricte interprétation. Mais c'est son droit, c'est son domaine de prédilection, maître Passy. Non, mais le domaine de prédilection, en tant que tel, il ne faut pas le dire. Mais je suis aussi juriste autant que lui. À la seule différence qu'il a une thèse de doctorat en droit. Mais les questions de droit restent discutables de tous bords. Nous vous disons qu'il a pédalé en l'air quand il a essayé de confondre subornation et corruption. La loi électorale, je crois son article 10, a cité expressis verbis les infractions qui sont susceptibles d'invalidation d'une candidature. Et la subornation ne se retrouve pas parmi... Non, la loi électorale parle de la corruption. Or, la subornation de témoins est a priori une question soulevée en tant que telle au niveau de la loi pénale internationale relativement à la Convention de Rome qui dit aujourd'hui CPI. Et donc par rapport à cette question, il n'y a ni translate, comme il a essayé d'expliquer, puisqu'il faut être dans notre jargon pour essayer de comprendre. Il n'y a ni translate, il n'y a ni transposition, il n'y a ni exéquature par rapport à ce qu'on appelle à la CPI subornation des témoins et ce qu'on en appellerait ici chez nous corruption. Donc il a pédalé en l'air. Nous avons fini par comprendre que si cette thèse a essayé de faire la ronde des salles de conférence à Kinshasa, c'est pour arriver à ces résultats. Mais regardez comment il tombe en cascade. Kilolo, Maître Aimé, également condamné, poursuivi en participation criminelle avec Jean-Pierre Bemba et Fidel Babala. Comment est-ce possible que sa candidature à lui est validée? À la députation nationale est validée, mais son co-délinquant, sa candidature à lui à la députation nationale est rejetée. C'est là que nous disons qu'il y a une espèce de politique de... Il doit aller en justice. La CEDI n'interdit à personne de saisir la justice pour se plaindre. Déjà les bases sont faussées. Chez nous, à l'UDPS, et même à l'opposition, quand on parle de la justice, nous retrouvons un seul tremplin dans le discours du président Tshisekedi après le hold-up électoral de 2011, quand il a refusé d'aller déposer son recours à la Cour suprême pour un seul motif, que la magistrature au Congo n'est pas déponie assise, mais plutôt à genoux. Alors, donc il y a cette absence de liberté, d'ailleurs ça fait partie du projet. Voilà. À propos de la candidature de Gizenga et de Mozito, voilà. J'ai dit, le seul motif qui est présenté, là, on vous parle de conflit. Conflit entre Mozito et son parti. Oui, conflit d'intérêts. Pourtant, Mozito dit qu'il avait même déjà écrit qu'il quittait le Palou. Mais je rappelle que le Palou l'a radié 2 fois. Le Palou l'a radié 2 fois. Tout ça pourquoi? Lorsque, comme on dit, fruit naturel, il revient au galop. Lorsque le sursaut patriotique revient dans le chef de quelqu'un qui sert la majorité, eh bien, il part comme Tshisekedi a quitté Mobutu, il part comme les 13 parlementaires ont quitté Mobutu. Alors la seule façon pour eux de punir, c'est que quand quelqu'un quitte comme ça, il faut essayer de montrer des manœuvres jugulatoires à tous les niveaux pour essayer de barrer la route. Le motif présenté comme conflit d'intérêts, sans le déterminer, mais c'est lamentable. Ce qui est grave, c'est que la CNI envoie le dossier au ministère de la Justice
le ministère de la Justice qui est pratiquement une institution animée par un opérateur politique et que la CENI étant une organisation dite indépendante ne pouvait pas ramener ce dossier à ce niveau-là. Donc par rapport à la question, on sait bien que Mouzito, il y a des problèmes liés à la procédure de dépôt de candidature. Il devrait simplement lui seul être exclu. La difficulté c'est que Mouzito est parti avec à peu près 75%. Il a démembré, il a dénombré le palou à peu près 75%. Pour preuve, vous êtes sans ignorer que le directoire du palou à Gungu venait d'être saccagé. Vous savez interpréter ça? Et donc même en termes de leadership, Mouzito est devenu plus assis que le pauvre Gizenga. Voilà. Alors on va parler de Fachi, Félix Antoine Tshisekedi, qui est également candidat à la présidentielle. Je n'ai pas fini la question de Badibanga. Parce que voilà, il ne reçoit pas Badibanga. Lui aussi, par rapport à sa nationalité, il dit détenir des documents avec des documents livrés par le ministre de la Justice à l'époque quand il était ministre, le premier ministre congolais. Ouais. Et bon, rapidement. Bon, il faut dire que politiquement parlant, M. Badibanga paye le prix de n'avoir pas respecté une certaine ligne de conduite en politique. Mais juridiquement parlant, lorsque vous nommez un premier ministre au Congo pendant qu'il a la nationalité belge, c'est la Belgique elle-même qui a envoyé ce message, que vous venez de nommer un premier ministre qui est de nationalité belge. L'homme est censé entrer dans une procédure de rejet de la nationalité belge pour recouvrer celle congolaise. Il faut lire cette loi de 2004. Pour se maintenir. Question de se maintenir. Mais ce qui est grave, quand bien même la vitesse avec laquelle on lui a sorti l'attestation de nationalité. On lui a sorti l'attestation de nationalité. Mais puisque la tendance, c'est laquelle? Il a déposé sa candidature, à contrario, voulais-je dire, de toutes les péripéties ou de tous les méandres du FCC. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait punir. Et quand le ministre dit qu'il a un problème de nationalité, c'est-à-dire Badibanga est un apatride. Il n'est ni belge. Il n'est ni belge ni congolais. Il n'est ni congolais. Or, vous êtes sans savoir que sur le plan du droit, il y a débat entre attestation de nationalité et certificat de nationalité. Or, l'attestation de nationalité, c'est ce document, évidemment, qui prépare la naissance du certificat. C'est-à-dire, à défaut du certificat, on vous remet l'attestation. Au fait, le malheur, je comprends qu'un piège lui avait été tendu, cependant qu'il était en train de jouer le jeu du nombrilisme. Ça veut dire quoi? Je dis, mais c'est des gens qui sont comme ventriotes, la seule chose qui les intéresse, c'est emmagasiner. Pourquoi vous le taxez comme ça? Parce qu'il avait quitté l'époque. Enfin, il avait accepté autrefois d'être nommé Premier ministre pour le quota de l'UDPS. Ce facteur, il a été exclu de votre parti. C'est ça que vous dites, maître Passé. Vous l'avez dit, il a accepté d'être nommé Premier ministre pour le compte de l'UDPS pendant qu'il n'était pas de l'UDPS. C'est grave. C'est grave. Vous voulez dire quoi? Badibanga n'avait pas été de l'UDPS. Il a été de l'UDPS, mais quand il a été nommé Premier ministre, il n'était plus de l'UDPS. Ça voudrait dire qu'il était nommé dans une autre casquette, non de l'UDPS. Oui, mais puisque l'UDPS, c'est ce grand parti politique, le seul qui est allé déposer candidature en tant que tel, en portant casquette d'une plateforme, et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est devenu le champ de bataille. C'est devenu l'objectif de nos amis de la majorité. À tout prix, il fallait essayer de créer un climat de clientélisme politique pour essayer de débaucher des menus frétins. Mais dommage, à l'UDPS, on peut débaucher un individu, il s'en va, mais la base reste. Voilà. Alors, on parle de Félix. On peut comprendre déjà qu'il n'y a pas grand-chose au niveau de l'opposition. Il reste Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu et les autres indépendants. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix, Vital Kamerhe et Fayulu sont à même de donner un candidat, je ne vais pas dire unique ou commun, à l'opposition en prévision des élections? Je voudrais dire d'abord à ceux qui nous suivent que même la candidature de Félix qui a été retenue, elle était aussi placée dans le moulin de la Kabylie. C'était aussi... Il fallait qu'il remplisse toutes les conditions. Non, mais les conditions... Si on l'a retenu, ce que vous voulez dire, il a rempli les conditions. Tout à fait. Non. En fait, à un moment donné de l'histoire, l'objectif, c'est d'essayer à tout prix d'écarter tous les gros poissons. Il faut dire que Fachi est battant. Je ne le dis pas plus que Kamerhe l'a dit. Non, mais Fachi,
je voudrais dire, c'est un leader complet qui a réuni tous les éléments. C'est sous peine d'une protestation populaire que sa candidature n'a pas été élaguée. Toutes les candidatures de gros poissons en ont souffert. Alors, pour dire de la candidature unique, je voudrais dire tout de suite qu'il n'y aura jamais de candidature unique de l'opposition. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Puisque la candidature unique est impossible. Qu'il n'y aura jamais de candidature unique de l'opposition. Et vous dites même que c'est Cette impossible. question, oui. Cette question de candidature unique devient impossible. Pourquoi? Puisque qui dit candidature unique veut dire un seul individu réunit en son sein tous les déshydratats de toute l'opposition. Et toute l'opposition se confond en son seul programme. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons eu 25 candidats à la 25 candidats présidentiels, parmi lesquels il y a des pseudo-opposants, il y a des candidatures commerciales, il y a des candidatures des lièvres de la majorité. Les candidatures commerciales, vous voulez dire quoi? Oui, mais il y en a... Quelqu'un qui met en jeu 100 000 $ et vous voulez dire que c'est une candidature commerciale? Et vous m'avez passé l'expression, il a mis en jeu. Or, quand on postule comme étant candidat président de la République, on ne met pas en jeu 100 000 $. On sacrifie 100 000 $ pour servir demain la nation. On est confiant qu'on a une base, on a une population qui va suivre ce discours. Mais il y a des gens qui viennent de nulle part et des parachutés, qui sont venus déposer des 100 000 $ dans l'objectif, puisque Chadari est un dauphin impopulaire. Alors impopulaire jusqu'à la moelle épinière, qu'est-ce qu'il faut? C'est vous qui le dites. Je vous le dis, mais... C'est vous qui le dites. Il a l'appui du FCC qui est une méga plateforme électorale aujourd'hui Kengo a relancé le débat. Kengo a relancé le débat. Non, mais Kengo, c'est peut-être par rapport à un positionnement politique. Lissanga Bonganga a relancé le débat. Positionnement politique, mais je vous dis que le Palou, la plateforme liée au Palou a relancé le débat. Ça veut dire, le FCC peut-il soutenir un candidat indépendant? Le FCC peut-il soutenir un candidat qui n'a pas été la volonté du FCC, qui a été simplement un choix unilatéral et cachotier? Je pense que ils sont tous... Je pense que lui-même, le dauphin, s'il était vraiment conscient et préparé à devenir candidat président de la République et dauphin de M. Kabila, je pense qu'à ce niveau-là, vous verrez deux choses. Il prend le devant de la scène, comme les autres dauphins au monde l'ont fait, mais il ne sait pas prendre le devant. Pourquoi? Puisque j'ai l'impression qu'il apprend encore à marcher. La deuxième des choses... Ce qui est pratiquement normal, oui, en politique. Non, en fait... Apprendre à marcher en tant que dauphin. C'est pas le moment d'apprendre à marcher. C'est pas le moment d'apprendre à marcher, puisqu'on l'a présenté comme étant quelqu'un qui avait une certaine expérience. Et un autre élément, le FCC ne s'approprie pas de son dauphin. Pour preuve, certains signataires du FCC, je cite Kinké Moulumba Badibanga, sont allés en cavalier solitaire. Donc c'est pour vous dire, de nuit tout comme de jour, ce dauphin-là ne gagnera jamais des élections. Mais moi qui vous parle, je peux le battre jusque dans son village natal. Puisque je n'aurai qu'un seul discours, j'arrive chez les Bangou Bangou. Je constate que la question... Pas la campagne. Non, mais non, écoute... Donc, revenons simplement à cette présence-là de plusieurs candidats de l'opposition face à un seul Bien, alors il y a de la majorité il du existe, FCC. Il y a une seule possibilité, évidemment. Il y a une seule possibilité, c'est celle d'avoir un candidat commun de l'opposition. J'ai dit qu'il est impossible d'avoir un candidat unique, mais il y a de fortes chances d'avoir un candidat commun de l'opposition. D'ailleurs, Moïse Katumbi annonce incessamment une table ronde avec les leaders politiques de l'opposition qui sont candidats à Bruxelles. Vous ne voyez pas qu'il y a un risque d'avoir Genval 2? Pour quelle finalité envisager d'avoir un candidat commun? Autour d'un seul programme ou d'un programme qui serait révisé, mis ensemble sur base des idées développées par chaque candidat? Non, en fait, pour nous, Genvalistes, pour nous, rassemblement, la rencontre des leaders que l'on appelle à titre figuratif des gros poissons à Bruxelles, pour nous, c'est mettre en pratique la charte pratiquement de Genval. C'est ainsi qu'aussitôt que M. Moïse Katumbi l'a annoncé, l'UDPS n'a pas réchigné au motif que nous en sommes partenaires depuis Genval. Ah, vous voulez dire les affinités entre UDPS et
Katumbi sont au beau fixe. Mais je vous dis que Katumbi se trouve dans ce que l'on appelle le tandem Félix-Katumbi. Ça veut dire que nous avons de très bonnes relations que nous nous trouvons obligés d'entretenir et d'enrichir tous les jours de la vie. Vous ou UDPS? Mais regarde, positions qui sont prises par certains cadres de l'UDPS, évidemment. Non, vous parlez de certains cadres de l'UDPS. À l'UDPS, il n'y a qu'un seul président qui conduit la politique du parti. C'est comme ça que vous pouvez apprendre quelqu'un, je pense, c'est pas du mouvement Ensemble, qui tient un discours qui déplaît par exemple l'UDPS. Nous n'allons pas suivre. La seule chose qui nous intéresse, c'est que nous savons bien que ceux-là ont comme chef de file Moïse Katumbi. Même si un cadre essaie de déplacer les accents, encore il faut vérifier s'il est infiltré ou pas. Et puis par la suite, vous allez vous rendre compte que nous avons de très bonnes relations avec Moïse Katumbi. C'est à cause de ces bonnes relations que nous venons de nous rendre compte que la majorité a injecté des chevaux de Troie pour essayer de compliquer le bidon. Mais écoutez, parmi les candidats retenus, candidats président de la République, il y a certains candidats qui sont, je peux dire, des rétropédaleurs viscérales. Il y a des nombrilistes clientélistes. Vous êtes sans savoir qu'il y a un bruit qui circule, que l'un des chantres de la candidature commune de l'opposition aurait posé des actes en intelligence avec le FCC et des informations. Ça voudrait dire qu'il y a impossibilité d'avoir un candidat unique? Il y a impossibilité d'avoir une candidature unique, plutôt mais il y a possibilité d'avoir un candidat commun. C'est-à-dire, lorsque dans un panier, nous avons Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Fiyundondo Bolo. Encore faudra-t-il que tous se mettent d'accord pour avoir un candidat. C'est ça l'objectif de Bruxelles, vous en faites pas, c'est ça l'objectif de Bruxelles. Nous allons sortir un candidat commun. Avec Mouzito également. Mais tout à fait, mais Mouzito, dès lors qu'il est victime de cette machination de choses, il n'a qu'une seule porte de sortie. Pour preuve, le président Félix étant un leader éclectique, il a fait la ronde des résidences et des biens des leaders politiques importants. Il a été chez Mouzito, vous avez vu, nous avons été avec Matungulu, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que nous aurons un candidat commun. Quiconque de l'opposition ne sera pas dans le prochain projet de choix d'un candidat commun de l'opposition, dites-vous que c'est une lièvre de la majorité. Pour vous dire, tout celui qui ne va pas aller dans la logique d'avoir un candidat commun, selon vous, il joue le jeu du pouvoir. Mais tout à fait, mais tout à fait. Les informations à notre possession, c'est qu'il y a un cheval de Troie qui raconte des histoires à certains membres du FCC en leur disant, par exemple, je vous donne une allégation, que vous savez que le tandem Félix Katumbi est plus dangereux. Vous avez intérêt à me soutenir afin que je puisse être le candidat commun de l'opposition. Par quelle magie les membres du FCC viendraient soutenir un candidat commun de l'opposition alors que nous sommes diamétralement opposés? Et je ne pense pas que le FCC a son candidat puisque le Dauphin a déposé sa candidature en tant qu'indépendant. Donc je pense qu'à ce niveau-là, nous aurons un candidat commun. Nous allons réunir et les volontés de ceux qui ont été candidats, éjectés ou non éjectés. Nous aurons aussi la volonté de certains opérateurs politiques de poids, mais qui n'ont pas été candidats. Je cite ici par exemple le syndicat de Kolo, je peux vous citer Mukwege, ainsi de suite. C'est des gens qui sont d'accord avec cette question de la candidature unique et de la candidature commune de l'opposition. Alors, on va évoluer avec notre antimètre parce qu'on parle processus électoral en soi. Le 23 décembre, normalement, il doit y avoir des élections en République démocratique du Congo. Eh bien, est-ce que vous continuez à poser certaines conditionnalités par rapport à la tenue de ces élections, notamment le rejet de la machine à voter, le fichier électoral? Vous ne pensez pas que toutes ces conditions que vous posez là risquent de retarder encore les élections? Que vous lisez de fond en comble la loi électorale, nulle part il est mentionné la question de la machine à voter, que nous appelons tous la machine à tricher ou à voler. Je vous donne un exemple. Machine à voter? Non, mais je suis libre de dire que cette machine est une machine à tricher. Vous n'avez aucune preuve? La seule preuve que j'ai, il y a de cela 6 mois ou 8 mois, il y avait une réunion à Kingakati où certains lieutenants de Kingakati ont présenté le président de la CNI comme étant leur metteur en scène à propos de cette machine à voter.
S'il s'obstine, un président d'une institution, je dirais citoyenne indépendante, dit que sans machine à voter, il n'y aura pas d'élection. Mais en vertu de quoi mais il ça déclare? prendrait du temps pour aller au système manuel. Le contraire. Imprimant le bulletin, toutes ces procédures. Je finis la phrase en vous disant, monsieur José, que cette machine à voter a non seulement des problèmes juridiques, elle en a aussi des problèmes socio-techniques. Les problèmes juridiques, je vous donne un exemple. La clé USB. Je perds aux élections. Je la dépose devant le juge électoral, en contentieux électoral. Je lui dis, voici la clé USB qu'on appelle communément flash, j'ai gagné aux élections. Mais déjà en droit congolais, ces documents-là ne constituent pas une preuve en droit congolais. En plus, pour que les juges accèdent à ces documents, on doit faire venir une autre machine pour voir ce qu'il y a dedans. Et quand on fait venir la machine, il y a encore une fois un problème d'authenticité des éléments que constituent... Il faut authentifier donc les données qui sont à l'intérieur. Voilà, donc c'est pour vous dire que vous allez vous rendre compte que c'est nos amis de la majorité qui tiennent mordicus à cette machine à voter, qui la transforment pratiquement en une machine électrice. Alors qu'en réalité, il faut prendre le voix des souverains primaires, vous les amener dans l'urne. Si vous êtes élu, ok, bonne chance. La difficulté socio-technique. Dernièrement, il y avait une déclaration commune de l'opposition. Nous nous sommes rendus compte que pour juste enrôler, pour, je vais parler, enregistrer une candidature, ça a pris 6 à 8 minutes. Alors, je prends un calcul rocambolesque, simple. Une machine par bureau de vote. Une machine par bureau de vote. Si nous faisons 6 ou 8 minutes fois 40 millions d'électeurs, ça veut dire que cette histoire va nous prendre un mois de vote. Les gens vont mourir de faim. Nous courons le risque de nous rendre tous les jours en train de voter. Or, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut respecter la loi, puisque même ceux de la majorité qui les suivent, ils seront exposés au même problème demain. Parce que quand on va dans un challenge électoral, opposition tout comme majorité, il y a ceux qui vont passer, ceux qui passent. C'est la plus mauvaise expérience que le monde n'a point connue, cette machine. J'ai dit que le président Tshisekedi n'a pas estimé qu'il avait gagné aux élections de 2011. Tshisekedi était un président légitime. Pour preuve, c'est à cause de ce conflit entre légitimité. Il n'a pas été déclaré président par la CENI. Bon, on s'en fout. C'est une évidence. Mais écoutez, ce n'est pas moi qui ai tenu un discours au bâtiment le 30 juin au nom de Ngoï Mulunda. C'est lui-même. Ce n'est pas moi qui ai dit à M. Kabila de tenir un discours en disant les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités, certes. Mais les irrégularités qui ne pouvaient pas entacher ou modifier... Sa prestation de serment à lui, c'était sa prestation de serment à lui. C'est ainsi que nous allons corriger ces erreurs au fil de temps comme on l'a fait au Nigeria. Sani Abacha a plusieurs fois triché aux élections. Mais j'ai quand même suivi Atundu Liongo qui dit, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. C'est ainsi que nous disons. Il n'y a pas qu'Atundu, beaucoup de cas de la majorité sont prêts à aller aux élections sans machine à voter. C'est ce que je dis, mais Kengo a relancé le débat. Il a même dit que, ce qui m'a plu, c'est qu'il a dit qu'on lui pose la question pourquoi vous avez signé la charte du FCC. Il dit c'est pour donner la crédibilité à cette charte. Ça veut dire... Non mais ce n'est pas un positionnement. Kengo est connu. Bien, écoutez... C'est pas la première fois, il est connu. Il nous a suffisamment fait du mal, nous, à l'opposition, ce Kengo dont vous parlez. Avec l'opposition. Pour emprunter le terme de Passulundola qui dit que c'est un verre dans un fruit. Mais je vous dis simplement qu'il est les leurs. Mais c'est dans leur camp, c'est lui qui a signé la charte du FCC. Que ça soit monnayé ou pas, mais il l'a signé. Mais il a relancé le débat. Donc c'est pour dire... Il n'y a pas que lui, il y a également le professeur Eli Kiambokolo, qui lui ne croit plus à la tenue des élections cette année. Vous ne voyez pas que ce sont des signaux clairs. Vous l'appelez professeur? Professeur Eli Kiambokolo. Je ne savais pas qu'il était professeur. Il est professeur. C'est dommage qu'un professeur navigue à contre-courant et puis relativement à une émission que nous suivons depuis bien d'années sur RFI, je pense que ce sont des choses qui font, vous réfutez cette qui font frémir de dégoût. Il a adhéré au FCC, c'est ça? C'est son droit démocratique, mais il y a certains noms, quand on veut les citer, ça fait frémir de dégoût. Et donc c'est pour dire que le 23 décembre, c'est la date légale et butoir de ces élections. Je dis à ceux qui nous suivent qu'il y aura une candidature commune de l'opposition et non une candidature unique. Cette candidature sera l'œuvre des citoyens, des patriotes, gros poissons soit-il, petits poissons soit-il, l'opposition. Ils vont donner naissance à cette candidature. Quiconque de l'opposition ne sera pas dans la logique de la candidature commune
Retenez ce jour, c'est un lièvre ou c'est une lièvre de la majorité. À propos de la souffrance du peuple, nous sommes arrivés au bout. Nos adversaires d'en face n'ont aucun bilan à présenter, à justifier. Et sur le plan sécuritaire, et sur le plan de la croissance économique, et sur le plan social, et sur le plan de la sécurité de nos frontières, et sur le plan du respect des textes, et sur le plan du respect des droits de l'homme. À tous les niveaux, leur déshydratat est au rouge. Et nous disons que nous n'accepterons jamais dans ces élections qu'un pillon de la majorité gagne à ces élections. Pourquoi? Puisqu'il vient de nous sortir un dauphin qui est impopulaire jusque dans son village natal. Et donc, mes chers compatriotes, par rapport à cette question, le meilleur est à venir. L'espoir est à venir. Je vous demande de ne pas désarmer, de vous battre pour votre héritage qui est le Congo. En conséquence, nous allons revivre le bonheur qui a été présenté dans ce programme de gouvernance d'après les élections du 23 décembre 2018. Voilà. Passy, on vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. Voilà. Madame, Monsieur, ce magazine d'entretien sont ferme à tous, à chacun. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Maître Passy Mbayo, il est cadre de l'UDPS Fédération de Lubumbashi. Avec lui, nous avons décrypté sur de grandes questions d'actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.